Bonjour et bienvenue. Merci de m'accorder un peu de temps là pour les 11e journées hypnotiques de Biarritz. Donc, Elisa Tart, vous êtes sage-femme et Yves Alphon, vous êtes psychologue et essentiellement travaillez en maternité, notamment à Saint-Aignan. Je crois que vous avez un projet commun qui s'appelle le projet Elisa. Oui. Effectivement, on a un projet en commun à viser des professionnels qui s'occupent de la femme, sages-femmes, médecins, pour vous apporter en fait les outils hypnotiques que vous pourriez utiliser pour permettre de suivre la femme de la puberté dans tous ces états de femme qu'elle va pouvoir connaître jusqu'à la ménopause. Oui, c'est ça, c'est une formation d'hypnose, mais aussi de communication thérapeutique, c'est-à-dire comment aider le mieux possible une femme, qu'elle soit adolescente, qu'elle attende un enfant ou beaucoup plus tard, dans des domaines où l'affectif intervient beaucoup, et l'émotionnel. Et notre objectif, c'est véritablement de proposer des outils efficaces, immédiats, aussi bien pour aider dans un soin immédiat que la femme redoute, aussi bien pour la préparation à la naissance, aussi bien, on en discutera, tu en discuteras sûrement, tu en parleras sûrement dans les hôpitaux quand il y a des menaces d'accouchement prématuré, des problèmes d'infertilité. Il y a une manière de faire, une manière de prendre. Donc ce projet s'adresse... Du coup, ce projet s'adresse aux professionnels, sages-femmes, médecins, qui peuvent prendre en charge vraiment tout âge de la femme. Alors, sage-femme, médecin, est-ce que aussi les anesthésistes, Pourquoi pas? Je veux dire, ouais. C'est pas... Ils vont moins être au contact de la femme. En fait, ils vont moins pouvoir utiliser, je pense, les outils qu'on peut apporter. Mais bien sûr, aussi... La fonction d'une sage-femme est de prendre en charge sur un plan physique, sur un plan psychologique, la femme, par exemple, si on prend la grossesse, du début de la grossesse jusqu'au post-partum. Donc il y a une dimension de soutien psychologique qu'un médecin anesthésiste n'aura pas, évidemment, même s'il s'intéresse à cela. Donc c'est véritablement en fonction des difficultés qu'une sage-femme ou un médecin généraliste peut rencontrer dans sa pratique avec les femmes. Par exemple, une femme qui est angoissée, elle a un très mauvais vécu d'accouchement, qui est angoissée pour l'accouchement suivant, ou même des difficultés de grossesse, etc. C'est très intéressant avec les outils que l'on a, que la sage-femme va avoir, de pouvoir les aider sans une prise en charge importante, le psy, etc. Même si on pense que parfois le psychologue ou le psychiatre est utile, mais pas dans la majorité des cas. Ce sont des aides ponctuelles suffisantes, mais il faut qu'elles se fassent, ces aides. Ces aides, et puis aussi tout ce que moi, par exemple, dans mon cabinet de sage-femme libérale, je travaille beaucoup la contraception. J'ai de plus en plus de jeunes, de femmes ménopausées qui me parlent de sécheresse, les jeunes qui posent des implants ou des stérilés, mais du coup elles ont peur de la douleur. Et avec maintenant les connaissances d'hypnose et les outils hypnotiques qu'on peut avoir, c'est des choses qui peuvent vraiment être plus faciles et pour le patient et pour le professionnel. Et l'idée de cette formation, c'est justement pouvoir accompagner tous ces professionnels dans tout cet accompagnement autour de la femme et de toutes les consultations gynéco, la puberté, le changement hormonal qui peut parfois bouleverser, le devenir mère, le devenir femme, et puis la ménopause qui peut engendrer aussi parfois beaucoup de... Les fausses couches et des choses comme ça, qui sont souvent négligées en post... Les fausses couches, je peux vous donner aussi l'exemple des IVG, parce qu'il y a des avortements qui ne sont pas toujours très bien vécus, et que ça, en hypnose, on peut parfaitement avoir des outils pour pouvoir permettre aux patients qu'elles soient plus confortables. Oui, en fait, l'hypnose, c'est qu'un générique. Derrière l'hypnose, il y a toutes les recherches qu'on a faites sur la communication thérapeutique. Et l'hypnose n'est ni plus ni moins un moyen de permettre
de mobiliser des stratégies cognitives, émotionnelles, pour aider la femme à mieux vivre ses difficultés, voire même à les surmonter. Et c'est l'intérêt de l'hypnose. Il ne faut pas rester sur le mot hypnose. Derrière le mot hypnose aujourd'hui, c'est presque une nouveauté. C'est toutes les approches de communication que l'on sait maintenant qu'on peut apporter dans nos prises en charge ici des femmes. Oui, en fait, l'hypnose, ça va être beaucoup de l'hypnose conversationnelle. Parce que dans la communication, on donne une information de la façon la plus efficace possible. Dans l'hypnose conversationnelle, on amène les gens à choisir de changer quelque chose, d'avoir une vue différente sur quelque chose qui leur pose un problème. Oui, en gardant à l'esprit que ce que l'on cherche, c'est de mobiliser la créativité des femmes, de mobiliser leurs ressources. Et en fin de compte, c'est l'hypnose dans la conversation, évidemment, mais le mot hypnose, ça veut dire ni plus ni moins comment mobiliser l'imaginaire d'une personne en s'appuyant sur ses ressources pour l'aider à surmonter, par exemple, des nausées, des vomissements, etc. Et comment certains outils qu'on utilise en hypnose, qui sont des outils qui permettent de l'analgésie, qui permettent de la relaxation, puissent être utilisés rapidement par les femmes. Et qu'on donne aux soignantes des outils qu'elles en ont déjà, mais je crois que c'est un plus. C'est un plus, oui, c'est un outil en plus pour pouvoir permettre aussi aux professionnels d'avoir des réponses différentes et des réponses peut-être parfois qui peuvent être un peu plus faciles et un peu plus adaptées. Le thème est important. Il y a il y a la sexualité évidemment, il y a la contraception, il y a l'obstétrique, c'est-à-dire la maternalité, je préfère ce terme-là, le désir d'enfant ou le non-désir, il y a le moment de la grossesse, les différentes étapes de la grossesse, avec ces quelques inconvénients pour certaines femmes, l'accouchement, le postpartum, vous avez un rôle le plus important, à la fois pour le corps de la femme, puis à la fois pour la première relation à l'enfant. Donc il y a tout ça. Et je trouve justement que le postpartum, souvent, et maintenant on l'associe beaucoup à la parentalité, est souvent quand même mis de côté. Et c'est en ça où, moi, par exemple, dans mon cabinet, où je me sers beaucoup de l'hypnose, pour pouvoir permettre justement à ces patientes d'avoir des moments plus confortables dans la relation, avec leur conjoint, avec leur bébé, mais aussi avec leur corps après l'accouchement. Alors, là, on oublie un thème, qui est l'allaitement. L'allaitement. Qui est pas si simple que ça. Qui est pas si simple que ça, complètement. Qui est pas si simple que ça au niveau ressenti corporel, mais aussi émotionnel, je pense. Qui est pas si simple que ça. Et puis après, il y a aussi toute la fermeture et puis la ménopause qui sont comme des périodes de la vie avec des bousculements hormonaux importants où les patientes souvent, elles cherchent autre chose que des traitements hormonaux. Et ça, c'est des outils quand même qu'on peut vraiment avoir facilement. Et une chose dont on parle assez peu, j'ai l'impression, c'est la reprise de la sexualité après les accouchements. Ah oui, ça c'est vrai. Vous avez... Oui. Et par contre, on a insisté ces temps-ci au niveau, disons, gouvernemental, sur les dépressions postpartum et leur prise en charge, qui étaient assez négligées pendant longtemps, sauf que les moyens ne suivent pas forcément pour l'assurer. Alors, il y a deux questions que tu poses. La première question, c'est au niveau de la sexualité. Moi, j'ai toujours dit aux femmes et aux hommes, surtout, d'être prudents. C'est à la femme de décider quand elle est... Alors, parfois, elle va prendre du temps, mais c'est pas à l'homme de brusquer les choses. Souvent, les catastrophes, c'est que l'homme ne voit que lui, son intérêt, son plaisir. Et après un accouchement, même si on a été bien aidé par la péridurale ou par l'hypnose, même si on a été très bien aidé, le corps a été bousculé. Il faut, comme tu l'as dit, il faut vraiment récupérer son corps, etc.
Le problème de la dépression du postpartum, là aussi, c'est bien que le gouvernement nous pousse à agir. Je crois que mes collègues sages-femmes n'ont pas attendu les désirs du gouvernement. Mais il faut penser que beaucoup de dépressions du postpartum commencent en prépartum. Et ça, de là, le suivi beaucoup plus important que vous avez au cours des grossesses, que d'autres n'ont pas. Oui, on insiste de plus en plus et je trouve que les femmes participent plus aux ateliers de cours de préparation à l'accouchement et on en parle de la sexualité post-accouchement dans les ateliers. Il faut savoir que les ateliers en préparation à l'accouchement, c'est un peu nous qui les faisons selon nos expériences, selon ce qu'on ressent et tout ça. On n'a pas de trame de base en tant que sage-femme libérale. On y met un peu ce qu'on veut dedans. Moi, j'insiste sur le fait de voir tous les scénarios possibles, y compris dans la sexualité, y compris dans l'après, y compris dans la dépression du postpartum. Et c'est vrai que je n'hésite pas à leur dire qu'il y a des outils qui sont vraiment utilisables. Oui, quand on dit... Pour les accompagner dans le confort. C'est ça. Quand on dit effectivement on fait un peu ce qu'on veut, non, évidemment c'est en fonction de ce qu'apportent les patients. C'est-à-dire l'entretien se construit en fonction du désir des patients, de leur questionnement. Et ça c'est quelque chose qui est important. La deuxième chose dans les facteurs de la dépression et postpartum, il ne faut pas oublier la fatigue. Je trouve que il y a des états dépressifs qui ont été déclenchés par l'épuisement. Puis on verra bien, mes collègues sages-femmes le font régulièrement. Je veux dire, on n'est pas tout amour avec un bébé. Ça, dès le départ, on n'est pas tout amour. Il faut que l'enfant ait très vite la palette émotionnelle de la femme. Le moment où elle est tendre, elle est entre guillemets amoureuse, elle est prête pour le biberon, donner le sein, etc., où il y a des échanges très forts, très affectifs. Puis il y a des moments, elle est crevée, la femme. Elle est contente que si son compagnon ou sa compagne rentre du travail et prend sa part de rencontre avec l'enfant, de se poser un peu. Et que bien souvent, on a des dépressions du postpartum qui commencent par l'épuisement. Oui, par l'épuisement. Et je rajouterais même que souvent, notre rôle peut-être après, en amont, après, pendant, à tout moment en fait, c'est de les autoriser. Les autoriser et qu'elles s'autorisent à avoir ces émotions, à partager ces émotions avec leur bébé, à partager ces émotions avec leur conjoint. Et c'est vraiment, je trouve que le mot autoriser est vraiment, leur permet de se dire « Ah mais oui, j'ai le droit ». Alors justement, ça c'est un des problèmes qu'il y a avec ce qu'on appelle l'éducation positive, où certaines femmes voient un modèle absolument idéal, inatteignable, et du coup se retrouvent humiliées en position d'échec, d'incompétence, à vouloir aller beaucoup trop haut. Hein? Oui, c'est pour ça que c'est l'éducation positive, comme ça, c'est pour me faire travailler moi, psychologue. Il faut continuer. Bon, si on est d'accord, on va arrêter là. Il y a quelque chose qui est important, c'est que, en fin de compte, encore une fois, si on doit garder le terme éducation positive, c'est de reprendre Winnicott et dire une mère doit être suffisamment bonne. C'est tout. C'est-à-dire, elle doit pouvoir monter, et l'enfant le perçoit très rapidement. Pour avoir travaillé en maternité, perçoit très rapidement les moments où la maman, elle est prête à tout donner, elle est en forme, etc. Où la maman, vaut mieux que tu te taises un petit peu, vaut mieux que tu restes un petit peu plus tranquille, parce que là, je suis pas avec toi. Tu vois, et c'est ça, moi l'éducation positive, c'est de dire, prenez tout, montrez à l'enfant que vous verrez des émotions, il doit avoir très vite, si vous voulez qu'il grandisse bien, il doit avoir toute la palette émotionnelle qu'un adulte peut avoir. Il ne faut pas tricher les émotions avec l'enfant. Donc quand vous en avez ras-le-bas, vous dites, chérie Arthur, aujourd'hui j'en ai marre, ne pas tricher, etc. Et ensuite dire, je sais que je vais avoir besoin d'aide. Je sais que toi, que le père ou toi, ma compagne, j'ai besoin que tu sois là, parce que je ne serai pas toujours présent à mon enfant. C'est pas possible. C'est ça, l'éducation positive. Je vous remercie.